Le ciel au-dessus de Seattle brille de feu et de panique. À exactement 5h04 du matin, 3 détonations impulsions électromagnétiques à haute altitude aveuglent les satellites et coupent le réseau électrique de la côte ouest. Les téléphones s'éteignent, les voitures intelligentes s'immobilisent en plein trajet. Et puis le véritable cauchemar commence. Des missiles de croisière, des dizaines d'entre eux, traversent le Puget Sound, frappant des bases aériennes, des centres de données et des sous-stations électriques. Des essaims de drones arrivent du Pacifique, brouillant les radars et cherchant des cibles avec une précision terrifiante. Alors que la ville vacille, des commandos russes, déguisés en dockers, lancent des attaques coordonnées contre les ports et les infrastructures. Derrière eux, une force amphibie chinoise commence à débarquer des troupes et des blindés directement depuis des cargos réaménagés. Des ballons de surveillance planent haut dans le ciel, tels des lunes menaçantes, fournissant aux commandants ennemis des images en temps réel. C'est l'impensable devenu réalité. La patrie a été frappée. Jour 0, 4h30 du matin, heure de l'Est. C'est un matin de printemps ordinaire, lorsque les opérateurs du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, ou commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, remarquent de faibles signaux sur les écrans radars. À haute altitude au-dessus du Pacifique, les satellites infrarouges américains détectent les panaches de chaleur caractéristiques de plusieurs lancements de missiles. En quelques secondes, les ordinateurs les identifient comme une vague de missiles de croisière et de missiles balistiques à courte portée en approche, probablement lancés depuis des sous-marins ennemis et des cargos déguisés positionnés dans les eaux internationales. Ce que personne ne réalise encore, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'un barrage de missiles. C'est le premier acte d'une invasion à grande échelle, coordonnée russo-chinoise de Seattle. L'objectif est une campagne rapide, chirurgicale, de prise et de maintien pour s'emparer d'un point d'appui sur le territoire américain. Ils veulent repousser la marine américaine hors du Pacifique assez longtemps pour établir une domination maritime et, s'ils jouent bien leur carte, une base avancée temporaire sur le sol américain. Les klaxons retentissent dans les montagnes cheyennes du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord de façon décalée. Ceci n'est pas un exercice. Les chaînes téléphoniques et les communications cryptées s'activent. À Washington, district de Columbia, le président est réveillé en urgence et conduit précipitamment vers un bunker sécurisé, pendant que ses assistants lui transmettent la nouvelle stupéfiante. Jour 0, 4h37 du matin, heure de l'Est. 4h37 du matin, heure de l'Est. À travers le pays, seulement 7 minutes plus tard, les unités de l'États-Unis Air Force et de la Garde nationale aérienne passent à l'action. Au moins 16 bases aériennes ont des chasseurs en alerte sur piste dans le cadre de l'opération Noble Eagle, la mission de défense aérienne du territoire après le 11 septembre. À Fort Worth, une paire de F-6 s'envole dans le ciel avant même que leurs pilotes ne soient complètement réveillés. Du Massachusetts à Hawaï, les avions de chasse en alerte, F-15 Eagle, F-22, Raptor et FA-18 des bases navales, sont en vol en quelques minutes, se dirigeant vers des vecteurs de menaces potentielles. Leur mission immédiate est d'intercepter les avions ennemis, d'abattre les missiles entrants et d'identifier toute menace potentielle supplémentaire. Le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord et la FAA émettent conjointement un arrêt au sol national de tous les vols civils, comme lors du 11 septembre, mais cette fois pour dégager le ciel en vue de ce qui pourrait devenir une guerre aérienne prolongée au-dessus des États-Unis. Jour 0, 4h45 du matin, heure de l'Est. La première vague de missiles s'abat sur le continent américain, ou est abattue en tentant de le faire. Des destroyers équipés du système Aegis au large des deux côtes engagent le combat avec des intercepteurs standard missiles, 3. En Floride, une batterie Apache auprès de la base aérienne MacDill détruit un missile de croisière dans une boule de feu au-dessus de la baie de Tampa. Mais tout n'est pas arrêté. Sur la côte ouest, l'assaut est brutal et coordonné. Des missiles de croisière frappent les réseaux de radars d'alerte avancés dans le nord de la Californie. La base conjointe Lewis McChord, près de Tacoma, dans l'état de Washington, est durement touchée, perdant sa capacité de piste d'atterrissage pendant des heures. Le port de Seattle est secoué par 3 frappes de précision. Une explosion massive fait éclater le corridor de l'I-5 juste au sud du centre-ville, provoquant l'effondrement d'un pont sur l'autoroute. Des essaims de drones lancés depuis des sous-marins et des porte-conteneurs s'abattent sur le quartier technologique de Seattle et les centres d'intervention d'urgence. Au total, environ 30 missiles ennemis frappent le sol américain. Les dégâts sont importants. Une raffinerie de pétrole brûle, les systèmes radars sont temporairement aveuglés et les communications sont mises à rude épreuve. Mais la surprise stratégique échoue. Les atouts clés américains tiennent toujours et l'appareil de défense s'adapte déjà. Jour 0, 5h30 du matin, heure de l'Est, le commandement nord des États-Unis. États-Unis United States Northern Command, basé à Colorado Springs, prend les commandes.
Les niveaux DEFCON sont relevés à DEFCON 1, le niveau d'alerte le plus élevé jamais atteint dans l'histoire des États-Unis. Des patrouilles aériennes commencent à surveiller des sites stratégiques. Washington District de Columbia, New York, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, la Silicon Valley, et les champs de missiles nucléaires dans le Midwest. Mais désormais, tous les regards sont tournés vers le nord-ouest Pacifique, où la 7e division d'infanterie, le quartier général du 1er corps, les unités de l'armée de l'air à la base conjointe Lewis McChord et quelques équipes des forces spéciales de l'armée sont tout ce qui sépare l'ennemi de tout ce qui se trouve au-delà. Soutenus par des moyens provenant des bases aéronavales voisines, il s'agit d'une ligne de défense très mince, et les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Des rapports confirment que la force combinée sino-russe a débarqué à Elliott Bay, à Seattle, avec des blindés amphibies débarquant de cargos convertis sous la couverture de drones et de missiles. Des équipes Spetsnaz russes, déguisées et déjà prépositionnées, lancent des opérations de sabotage sur les ponts et les ports. Un groupe aéronaval chinois a pénétré dans le Pacifique Est, soutenu par des bombardiers à long rayon d'action et des destroyers qui se déploient vers le sud en direction de la Californie. La stratégie est une classique opération de prise et de maintien. S'emparer d'un centre urbain clé, refuser l'accès du Pacifique aux États-Unis et profiter du chaos pour pousser vers une issue négociée. Tout cela avant que la pleine puissance de feu américaine n'arrive pour ruiner le plan. Les patrouilleurs de la garde côtière et les navires de combat littoraux de la marine se dirigent en force vers les positions de défense côtière. Pendant ce temps, la 82e division aéroportée à Fort Bragg et la 101e aéroportée à Fort Campbell sont placées en alerte de 4 heures. Le président, s'exprimant depuis un lieu sécurisé, s'adresse à la nation. Le hashtag attaque contre l'Amérique et le hashtag 3ème guerre mondiale deviennent tendance sur les réseaux sociaux en quelques minutes. TikTok est rempli de vidéos montrant des F-22, hurlant au-dessus du centre-ville de Seattle et des incendies faisant rage au port avant que les antennes relais ne tombent en panne. Jour 0, matin. À mesure que le jour se lève sur les États-Unis, le renseignement militaire dresse un tableau plus clair. L'attaque n'est pas seulement un acte de terreur, c'est une véritable campagne. Une opération transpacifique coordonnée et multidomaine, visant à renverser la supériorité navale américaine et à établir une occupation temporaire du sol américain. Les forces ennemies sont déployées depuis plusieurs plateformes, des sous-marins au large de l'Alaska, des cargos convertis près d'Hawaï, et des bombardiers à moyenne portée opérant depuis les Kuriles et les îles revendiquées par la Chine en mer de Chine méridionale. Il y a même une attaque de diversion à travers la zone démilitarisée menée par des dizaines de milliers de Nord-Coréens. Les renseignements révèlent que dans les jours précédant l'attaque, l'ennemi a orchestré une série massive d'exercices de diversion en mer de Chine méridionale et dans l'Arctique. Tout cela a été conçu pour éloigner les groupes de porte-avions américains du continent. Simultanément, des vagues de cyberattaques ont paralysé les réseaux d'alerte précoce, perturbé les flux satellites et brouillé les communications essentielles. Les moyens de reconnaissance américains ont été temporairement aveuglés, ouvrant une brève fenêtre permettant aux flottes d'assaut de s'approcher sans être détectées. Les premiers signes suggèrent que ce nouvel axe de bouleversement a tout misé sur la prise du Pacifique et sur le refoulement rapide des forces américaines à l'intérieur des terres. Malgré le caractère sans précédent de l'attaque, la résilience des États-Unis tient bon. Les protocoles de continuité du gouvernement sont activés, les réseaux sécurisés redirigent le trafic, et les infrastructures de commandement critiques, profondément enfouies sous Cheyenne Mountain et Raven Rock, restent intactes. Cela reviendra hanter les envahisseurs. Jour 0. Midi, heure de l'Est. Dans l'après-midi du premier jour, le Pentagone comprend désormais l'ampleur de la manœuvre. Les forces amphibies ennemies ont pris Seattle, et les mouvements navals suggèrent que les prochaines cibles pourraient inclure la côte californienne ou l'Alaska. La marine réagit. La deuxième flotte se précipite pour renforcer la côte atlantique contre toute attaque secondaire. Sur le front du Pacifique, la 3e et la 7e flotte unissent leurs forces pour lancer l'opération Backtide, la campagne visant à repousser les forces chinoises et russes des eaux américaines, et à empêcher de nouveaux débarquements. Les F-35 des porte-avions à San Diego sont repositionnés vers des bases avancées en Oregon. Les avions de patrouille, maritimes P-8. Poseidon se déploie pour traquer les sous-marins ennemis. Les B-52 de la base aérienne de Barksdale et les B and Ellsworth se préparent à lancer des frappes à distance sur les navires de commandement amphibies suspects. Sur la côte, les unités actives de l'armée et des marines se précipitent vers le nord pour établir un périmètre autour de Seattle. Pendant ce temps, les unités de la garde nationale à Washington, dans l'Oregon et dans l'Idaho, sont activées pour renforcer et évacuer les civils des zones de feu prévues. À la fin des premières 24 heures, la bataille pour Seattle fait rage, mais les États-Unis ne sont pas brisés. La patrie a encaissé un coup, mais pas le coup fatal. Premier jour. À la fin du premier jour complet de l'attaque,
Les États-Unis adoptent une posture défensive sans précédent. La dernière fois que l'Amérique s'est mobilisée à une telle échelle, c'était après Pearl Harbor, en 1941. Mais même cette mobilisation-là était pour une guerre à l'étranger. Désormais, Seattle est occupée, la côte ouest saigne, et le territoire national lui-même est le principal théâtre des opérations. Le président invoque la loi sur les pouvoirs de guerre et déclare l'état d'urgence nationale. Les gouverneurs des 50 États mobilisent leurs unités de la garde nationale de l'armée de terre et de l'armée de l'air. Près de 325 000 soldats de la garde nationale de l'armée de terre et près de 105 000 aviateurs de la garde nationale de l'armée de l'air sont mobilisés, gonflant les rangs des défenseurs. Ces soldats citoyens prennent des positions défensives pour protéger les infrastructures critiques, les ponts, les centrales électriques, les centres de communication et les bâtiments gouvernementaux. À New York, les gardes nationaux occupent des postes de sacs de sable sur les principaux ponts. À Washington, district de Columbia, des barrières et des points de contrôle supplémentaires sont installés autour du Capitole et du Pentagone. Mais à l'ouest, c'est différent. La guerre est juste dehors. À Portland, les troupes s'installent le long du corridor de l'UI 5. À Spokane, des batteries de défense aérienne poussent autour des aéroports. d'Eugene à Bellingham, tout est en jeu. Seattle, qui brûle encore par endroits, est désormais une zone urbaine disputée. La base conjointe Lewis McChord, attaquée par des missiles le premier jour, est partiellement sous contrôle ennemi, et les unités américaines s'éparpillent sur tout le territoire au sud de Tacoma. Les évacuations de civils sont en cours, souvent sous le feu des drones. L'objectif des forces ennemies, hautement clair, s'enterrer, perturber les renforts, et tenir suffisamment longtemps pour établir une ligne logistique à travers le Pacifique. Le gouvernement fédéral saisit les industries stratégiques en vertu de la loi sur la production de défense, redirige le carburant vers les convois militaires, convertit les avions de ligne civile pour le transport de troupes et transforme les usines pour une production continue de munitions et de drones. Le transport aérien civil reste suspendu. Les responsables sont relocalisés à Cheyenne Mountain, Raven Rock et dans d'autres sites de continuité du gouvernement. Le Congrès se réunit par liaison vidéocryptée, la moitié de ses membres étant encadrés par des murs en béton et un éclairage fluorescent. À l'intérieur du pays, des troubles éclatent, près des zones d'attaque. De Sacramento à Salt Lake, des vagues soudaines de réfugiés mettent à l'épreuve les patients et les fournitures. Des couvre-feux sont déclarés dans 48 comtés le long de la côte ouest. Les achats de panique vinrent les rayons dans tout l'ouest, à une échelle jamais vue depuis la ruée sur le papier toilette pendant la Covid. Deuxième jour en Amérique, 393 millions de citoyens possèdent des armes à feu en privé. Les forces de l'ordre coordonnent discrètement avec les milices et les clubs de tir pour créer des forces locales de réaction rapide. L'ennemi a occupé une ville américaine, mais les autres sont armés, prêtes et n'attendent qu'une bagarre. Une fois le chaos initial maîtrisé, l'armée concentre ses efforts sur le renforcement des têtes de pont restantes. Les zones prioritaires sont la côte pacifique, le corridor des Aléoutiennes en Alaska, où les patrouilles russes à long rayon d'action sondent activement les défenses américaines, et la frontière sud-ouest. Les renseignements avertissent que des parachutistes alliés à l'ennemi pourraient s'infiltrer par les routes de contrebande contrôlées par les cartels. La péninsule olympique devient une zone militarisée, avec des batteries d'artillerie côtière installées pour interdire l'accès naval au Puget Sound. Les Navy Seals et les Marines de reconnaissance patrouillent dans les îles San Juan, traquant les éclaireurs ennemis et les submersibles qui auraient pu déposer des saboteurs. Les Marines américains installent des lanceurs Javelin et tube-launched, optically tracked, wire-guided camouflés le long des falaises, des ponts et des promenades. Des unités d'hélicoptères effectuent des patrouilles d'interdiction le long de la Highway 1, surveillant les infiltrés qui tentent de déborder les lignes de défense principales. C'est un terrain accidenté, mais désormais, rien n'est hors du champ des possibles. Les principales villes de la côte ouest émettent des ordres d'évacuation partielle. Seattle est sous pression, mais maintenant Los Angeles, San Francisco et même Anchorage se préparent au pire. À l'est, la 10e division de montagne s'est déplacée vers le sud depuis New York pour renforcer la côte de la Caroline. La 82e division aéroportée reste en attente, ses parachutistes dormant à côté de leur sac de seau, attendant l'appel. Probablement à Seattle, où chaque heure compte. À la fin du deuxième jour, plus de 250 000 soldats en service actif sont déployés autour des côtes américaines. Soutenus par des centaines de chars et de véhicules blindés dans des ceintures défensives en couches, des yeux dans le ciel, des drones Airborne Warning and Control System et des satellites reliant ensemble l'image du champ de bataille. Il n'y a plus de surprise. Maintenant, c'est la guerre. Troisième jour. Alors que la bataille de Seattle fait rage au nord, l'ennemi ouvre un nouveau front. Dans l'obscurité précédant l'aube, une deuxième force opérationnelle amphibie ennemie tente un débarquement de diversion près de la base spatiale de Vandenberg en Californie.
L'idée est de diviser l'attention des États-Unis, de détourner des forces du théâtre principal et, éventuellement, de s'emparer d'une cible précieuse sur la côte centrale. Des vedettes rapides et des hélicoptères modifiés rasent la surface de l'eau en fonçant vers l'aérodrome. Mais cette fois, les forces américaines sont prêtes. Les Avengers et les équipes de FIM 92 Stinger zèbrent le ciel de traînées enflammées. Les hélicoptères s'écrasent en spirale dans l'océan. Les avions Cannon AC-130 protégés de tous côtés par des escadrons de F-35 pulvérisent aussi bien les bateaux que les commandos. Sur les dunes de sable en contrebas, les Rangers de l'armée du 75e régiment sont en embuscade. Le combat est brutal, rapproché et bref. Des dizaines d'opérateurs spéciaux ennemis débarquent sur la plage et sont accueillis par des mitrailleuses, des mortiers et un mur d'acier. L'affrontement dure moins de 2 heures. Les survivants sont attachés avec des colliers de serrage et évacués médicalement avant le lever du soleil. Les survivants ennemis sont interrogés par des étudiants sino-américains, recrutés dans les meilleures universités de Californie, et révèlent que Seattle n'est que le début. Le plan consiste à fortifier la ville, à la renforcer depuis la mer, et à établir une zone libérée à long terme destinée à fracturer la logistique et le moral des États-Unis. De plus petits débarquements peuvent continuer à tester la côte, mais Seattle reste l'effort principal. Le commandement nord des États-Unis réagit en conséquence. La première division de Marines se repositionne dans le bassin de Los Angeles. La 3e division d'infanterie se dirige vers l'ouest depuis la Géorgie, ses chars étant placés sur des wagons et des cargos. Pendant ce temps, les défenses aériennes se renforcent dans tout l'ouest. Les systèmes Patriot et Terminal High Altitude Area Defense encerclent Los Angeles et San Diego. Les patrouilles aériennes de combat s'empilent au-dessus du Pacifique, comme un immense tire-bouchon d'acier en spirale. Les groupes de porte-avions United States Ship Carl Vinson, United States Ship Theodore Roosevelt et United States Ship Abraham Lincoln se déploient le long du Pacifique pour intercepter les vagues suivantes. 2 porte-avions supplémentaires se dirigent vers Hawaï et Guam pour couper les renforts ennemis. Mettant de côté une récente série de querelles politiques, le Canada est le premier allié majeur à rejoindre le combat. Des chasseurs F-18 effectuent des patrouilles aériennes de combat depuis Vancouver. Des avions Airborne Warning and Control System de l'OTAN arrivent d'Europe pour renforcer la couverture radar. Des destroyers japonais forment une force opérationnelle conjointe, avec des navires américains, pour avancer vers l'est et commencer à nettoyer le Pacifique central. Plus d'un demi-million de soldats américains, en service actif, dans la garde nationale et la réserve, sont maintenant déployés à travers les États-Unis, y compris les 3 divisions de Marines et plusieurs divisions blindées. Près de 1500 avions de chasse dominent le ciel américain, tandis que plus de 100 navires de guerre de la marine et 60 sous-marins forment un mur de fer autour du continent. La défense antimissile couvre les régions clés, et le réseau intégré du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord garantit que toute nouvelle menace est rapidement interceptée. La surprise de l'ennemi a échoué. La tête de pont de Seattle tient bon, mais elle est isolée, saigne et s'effondre sous la pression. Les renforts sont coupés. La supériorité navale leur échappe. La stratégie de mordre et tenir devient un piège mortel. 3e jour. Après avoir repoussé l'attaque initiale et solidifié les lignes de défense autour de la côte ouest, la stratégie de l'Amérique change. Il est temps de riposter. La tête de pont de Seattle tient bon pour l'instant. Les forces ennemies sont isolées derrière les lignes américaines, à des centaines de kilomètres de tout renfort fiable. En mer, leur plan s'effondre. L'avantage du terrain joue en notre faveur. La logistique américaine fonctionne à plein régime. Les chemins de fer, les autoroutes et les bases avancées approvisionnent la ligne de front plus rapidement que l'ennemi ne peut réagir. Le pari russo-chinois fait maintenant face à une vérité brutale. Le temps et la supériorité numérique favorisent les États-Unis. S'inspirant de la stratégie du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ne cherchent pas seulement à contenir la menace, mais à l'effacer, puis à transformer l'océan en cimetière pour toute force de renfort. 4e jour. À l'aube du 4e jour, l'Amérique déchaîne l'enfer. 2 bombardiers Spirit B-2 de la 509e escadre de bombardement décollent de la base aérienne de Whiteman. Leur mission est de décapiter la structure de commandement flottante de l'ennemi au large de la côte ouest. Les bombardiers furtifs traversent silencieusement le Pacifique, presque invisibles au radar, avant de larguer des bombes Joint Direct Attack munitions de précision directement sur 2 navires de commandement et de contrôle chinois et russe. Simultanément, des bombardiers B-1B lanceurs de la base aérienne de Dyess plongent à basse altitude et à grande vitesse depuis le corridor sud, chacun transportant une douzaine de missiles anti-navires, la Rasoum. À une distance prédéterminée, ils libèrent leurs charges utiles, envoyant des dizaines de tueurs autonomes rasant la mer foncer vers les destroyers ennemis et les transports de troupes. Depuis les profondeurs, des sous-marins d'attaque de classe Virginie et Los Angeles, positionnés près d'Hawaï et des îles anglo-normandes, tirent des salves de missiles de croisière Tomahawk.
Ces frappes visent non seulement les moyens d'en aval, mais aussi les bases de ravitaillement flottantes en ponton que l'ennemi avait commencé à construire pour soutenir son occupation de Seattle. Au large des côtes, l'United States Ship Zumwalt, controversé et peu performant, connaît enfin son heure de gloire en déchaînant des obus à hyper vitesse sur des navires ennemis tentant d'acheminer des renforts vers l'Oregon, détruisant la superstructure d'un navire de débarquement russe à 1500 milles nautiques de distance. L'ennemi est surpassé en puissance de feu, débordé et de plus en plus à court d'options. À la mi-journée, la flotte ennemie du Pacifique est en ruine. Les images infrarouges montrent navire après navire en train de brûler, de se disloquer ou de battre en retraite à toute vitesse. Un porte-avions ennemi encaisse plusieurs coups et gîte mortellement, devenant une épave flottante. 2 navires de transport transportant des blindés pour un second débarquement prévu près de Coos Bay sont vaporisés avant d'atteindre la côte. À la tombée de la nuit, l'invasion organisée est effectivement anéantie en mer. 5e jour. Malgré le carnage naval, un reste désespéré du plan ennemi continue d'avancer. Dans une tentative désespérée de sauver leur offensive en déroute, une brigade de marines ennemies renforcées débarque à Huntington Beach, juste au sud de Los Angeles. Avant l'aube, des péniches de débarquement et des aéroglisseurs blindés à profil bas traversent les vagues sous un feu de couverture. Des explosions balayèrent la promenade. Des centaines de soldats ennemis déferlent sur le sable, s'emparèrent d'un hôtel en bord de mer et hissent leur drapeau sur son balcon en ruine. Les civils se dispersent sous les tirs alors que des images de drones capturent la scène étrange de blindés étrangers, avançant lentement sur la Pacific Coast Highway. Pendant quelques heures chaotiques, il semble que l'ennemi pourrait établir une seconde tête de pont, mais l'illusion du succès disparaît à la mi-journée. La première division de Marines, basée à seulement 60 km aller au sud, passe à l'action aux côtés de la garde nationale de Californie. Les chars Abrams M. Unahn percutent les envahisseurs depuis le nord, tandis que les brigades Stryker de l'armée coupent les routes d'évasion à l'est. Les hélicoptères Apache volent à basse altitude, déversant des missiles Hellfire, tandis que les avions canons AC-130 tournent aux yeux. À la tombée de la nuit du 5e jour, l'incursion de Huntington est écrasée. Quelques irréductibles désespérés se retranchent dans des parkings et un magasin Target, mais les équipes d'assaut des Marines les éliminent au matin. Des drones diffusent des images de prisonniers désarmés, menottés avec des liens en plastique, affalés sur la promenade. C'est la première fois qu'une force étrangère terrestre a hissé son drapeau au-dessus d'une grande ville américaine depuis 1814, et cela n'a duré que moins d'une journée. Jour 7. Avec la patrie sécurisée, les choses sérieuses commencent. Le Pentagone lance enfin le reste de l'opération Backtide, une offensive à grande échelle visant à détruire la capacité de l'ennemi à jamais tenter une telle campagne à nouveau. Les sous-marins de classe Ohio, cachés au fond du Pacifique et de l'Atlantique, reçoivent leurs ordres de lancement. Depuis des emplacements tenus secrets, ils tirent en rafale plus de 400 missiles Tomahawk sur des bases navales, des réseaux radars et des aérodromes à travers les zones de lancement du Pacifique de la coalition ennemie. Les ports militaires de la mer de Chine méridionale, de l'extrême orient sibérien et certaines bases près de Vladivostok disparaissent sous des nuages de feux de précision incandescents. Simultanément, des B-52 Stratofortress opérant depuis des bases sous le feu à Guam, Diego Garcia et la base aérienne de Barksdale mènent des missions de bombardement à longue portée. Ils larguent non seulement des munitions conventionnelles, mais aussi des bombes à tract, des classiques des opérations psychologiques remis au goût du jour, avertissant les civils ennemis de ce que leurs dirigeants ont déclenché et les exhortant à se rendre. Le États-Unis Cyber Command passe à l'offensive. Des réseaux entiers de l'ennemi s'éteignent. Les trains s'arrêtent, les avions sont cloués au sol, les systèmes de communication deviennent muets, et des groupes insurgés soutenus par les Américains, à l'intérieur des frontières ennemies, s'animent soudainement, grâce à un soutien nouvellement acquis. Pendant ce temps, les forces spéciales américaines éliminent les vecteurs de menaces restants. Les Navy Seals ratissent les îles San Juan et la péninsule olympique, débusquant les observateurs avancés ennemis infiltrés. En Alaska, les forces spéciales de l'armée effectuent des insertions en haute altitude pour éliminer les équipes Spetsnaz survivantes cachées dans des avant-postes de montagne. Le cours de la guerre s'est complètement inversé. Le front de Seattle a été isolé et rendu intenable. Les renforts n'arriveront pas, les munitions s'épuisent. Le ravitaillement aérien est impossible en raison de la domination aérienne américaine. Les unités ennemies commencent à se rendre par petits groupes. Ils se fortifient en prévision de ce qu'ils savent être une attaque massive combinée dans les jours à venir. En coulisses, les responsables américains transmettent un ultimatum discret mais inflexible aux nations agresseuses par l'intermédiaire de médiateurs neutres. Rendez-vous ou risquez l'anéantissement. L'arsenal nucléaire américain reste intact mais indéniablement prêt. Deuxième semaine.
Avec la côte ouest stabilisée et l'invasion de Seattle contenue, les États-Unis passent à la phase suivante. Défense soutenue, mobilisation industrielle massive et démantèlement méthodique de toute menace restante. La patrie porte encore les cicatrices nerfs de l'invasion. Ports bombardés, ponts incendiés, devantures criblées de balles. Mais désormais, il s'agit de garder l'initiative et de broyer l'ennemi jusqu'à sa reddition. Seattle reste disputée mais encerclée. La base conjointe Lewis McChord est de nouveau sous contrôle américain, et des opérations de nettoyage balayent les zones industrielles de Tacoma. Mais les planificateurs de la défense américaine ne prennent aucun risque. La forteresse Amérique du Nord devient une réalité. Des milliers de soldats renforcent Guam, Hawaï et Porto Rico, garantissant qu'aucune attaque ultérieure ne puisse à nouveau menacer la logistique américaine. Le canal de Panama, essentiel pour déplacer les porte-avions entre les océans, est placé sous la protection de l'armée américaine, avec la pleine coopération du Panama. Des moyens de surveillance sont déployés dans toute la Caraïbe et le golfe du Mexique, afin de détecter toute attaque surprise lancée par des sous-marins ou toute infiltration d'unités ennemies. Le pacte de Rio est activé. Le Canada, déjà pleinement engagé, renforce Vancouver et la Nouvelle-Écosse. Déploie des troupes d'élite anti-cartel pour sécuriser sa frontière nord et coopérer avec les unités américaines en Californie, repoussant les infiltrés ennemis. Le Brésil et la Colombie offrent des droits de stationnement pour les vols de reconnaissance et le ravitaillement naval. Sur le front intérieur, la force spatiale commence à prouver sa valeur. Des satellites de surveillance à lancement rapide remplacent ceux perdus lors des premières attaques armes anti-satellites. Les satellites, Global Positioning System et de communication sont renforcés et surveillés 24 heures sur 24. Les prototypes de sauts de satellites de la DARPA sont accélérés. Une toute nouvelle couche de résilience orbite désormais autour de la Terre. Le long des côtes américaines, un réseau de radars transhorizons et de dirigeables aérostats s'étend de la Basse-Californie à la Colombie-Britannique. La Civil Air Patrol et les passionnés de drones privés patrouillent dans le ciel. Les shérifs locaux coordonnent les propriétaires de bateaux pour une surveillance côtière à faible technologie. La soi-disant marine du week-end de l'Amérique, composée de retraités et de pêcheurs. C'est une défense totale, un effort total. Troisième semaine. Soutenue par toute l'autorité du Defense Production Act, la puissance industrielle de l'Amérique passe à la vitesse supérieure. Détroit se rééquipe du jour au lendemain. Les F-150 s'arrêtent. À leur place, on trouve des Strykers, des Humvee et des pièces d'Abrams. Boeing transfère sa production commerciale vers des drones furtifs et des modules d'attaque. Les installations de Lockheed fonctionnent désormais en 3 équipes, avec des F-35 qui sortent en nombre à faire pleurer de joie les planificateurs de la guerre froide. Les chantiers navals de Virginie, du Maine et du Mississippi reprennent vie. Les équipages dorment sous des tentes à côté des cales sèches. Chaque croiseur, destroyer et navire de combat littoral endommagé du théâtre de Seattle est réparé ou réaménagé sur la côte est, encore relativement épargné par l'ennemi. De nouvelles coques sont posées en quelques semaines, pas en quelques mois. Même les anciens navires désarmés sont réactivés dans le cadre d'un programme modernisé de la flotte de la Victoire, équipé de modules de missiles modulaires et d'un système de suivi des menaces basé sur l'intelligence artificielle. Le service militaire sélectif est discrètement réactivé. Les avis de conscription ne sont pas encore envoyés massivement, mais des spécialistes sont convoqués. Linguistes, experts en cybersécurité, mécaniciens. Pourtant, les engagements volontaires explosent, les camps d'entraînement débordent, les anciens combattants se réengagent. L'énergie et l'agriculture restent stables grâce à la chance géographique d'une patrie intacte. Il n'y a ni famine ni pénurie de carburant, mais les Américains passent volontairement en mode guerre. Le carburant est rationné, les lumières s'éteignent plus tôt, des jardins de la Victoire poussent dans les banlieues. Pendant ce temps, les laboratoires secrets du Pentagone tournent à plein régime. La DARPA déploie des micro-drones mobiles pour la surveillance urbaine. Des outils d'évaluation des menaces, alimentés par l'intelligence artificielle, sont testés en conditions réelles autour de Seattle. Des prototypes de munitions rôdeuses sont expérimentés sur le terrain près de Tacoma. Petits, intelligents et d'une précision mortelle. La Silicon Valley, en grande partie épargnée par les premières frappes de missiles, change aussi de cap. Les geeks de la tech deviennent du jour au lendemain des sous-traitants de la défense numérique. Des intelligences artificielles logistiques sont déployées pour acheminer les chaînes d'approvisionnement avec précision. Les programmeurs réécrivent à la volée les systèmes de communication du champ de bataille. Les entreprises de cybersécurité envahissent chaque réseau américain comme des globules blancs. Et le monde en a assez vu. L'article 5 de l'OTAN a été entièrement activé. Les navires de guerre britanniques rejoignent les groupes de porte-avions américains dans l'Atlantique, poursuivant ce qui reste de la flottille de soutien transocéanique ennemie. Les chasseurs allemands et français se relaient en Islande et en Nouvelle-Écosse.
Les troupes polonaises se redéploient et s'entraînent aux côtés des Américains dans l'Indo-Pacifique, se préparant à des missions expéditionnaires conjointes. Dans le Pacifique, l'Australie et le Japon deviennent des pivots stratégiques. Les F-35 australiens effectuent des patrouilles à longue portée au-dessus de la Micronésie. Les destroyers japonais s'associent aux forces de la 7e flotte américaine pour éliminer les derniers sous-marins ennemis près des Kuriles et du détroit de Taïwan. Les sanctions mondiales anéantissent les sources de revenus économiques des envahisseurs. Même les nations autrefois neutres gèlent le commerce, expulsent les diplomates et participent à des attaques coordonnées sur les plans cybernétiques et financiers. Dans les capitales ennemies, les rayons vides des magasins et les coupures de courant provoquent des troubles. La guerre qu'ils pensaient briser l'Amérique est maintenant en train de les briser eux. Semaine 4. De retour chez nous, la vie trouve sa nouvelle normalité. Les écoles rouvrent avec des bus blindés et des exercices d'urgence. Les étudiants affluent dans les programmes Reserve Officers Training Corps. Les fêtes nationales sont désormais accompagnées de discours et de survols aériens. La guerre fait désormais partie du quotidien, mais elle ne l'a pas écrasé. Si quelque chose a changé, c'est que cela a clarifié ce qui compte vraiment. Malgré une confiance croissante, les planificateurs de la défense américaine restent en état d'alerte maximale. Les renseignements suggèrent que l'ennemi pourrait tenter une mission spéciale non autorisée, ou même une frappe de missiles de représailles par désespoir. Des batteries de Patriots, de Terminal High Altitude Area Defense d'Aegis Ashore et de systèmes NASAM encerclent chaque grande ville. Israël partage la technologie du dôme de fer. Washington District de Columbia, à elle seule, dispose de plus de puissance de feu dirigée vers le ciel que de nombreux pays entiers. Le commandement du Nord lance des exercices de préparation aux victimes de masse dans chaque État. Les hôpitaux augmentent leur capacité d'accueil en cas d'afflux massif. Les réseaux de communication d'urgence sont soumis à des tests de résistance. Et dans le Nord-Ouest Pacifique, Seattle reste une priorité. Ce n'est pas encore complètement sécurisé, mais c'est entièrement encerclé, sous surveillance constante et en cours de libération progressive, bloc par bloc. La seule chose qui ne revient pas à la normale, c'est la posture de défense. C'est désormais permanent. L'Amérique forteresse est devenue non seulement une doctrine, mais une réalité. Fin de la 4e semaine. Un mois après le début de l'expérience mal avisée de l'ennemi, les forces américaines continuent de se déployer vers l'extérieur. Les lignes d'approvisionnement fonctionnent à plein régime. Les alliés se rallient. La guerre a peut-être encore des chapitres à écrire, mais la trajectoire stratégique ne fait plus de doute. Quoi qu'il arrive ensuite, que ce soit des négociations, un effondrement ou un conflit plus profond, les États-Unis dictent désormais le rythme. Ses ennemis vacillent et battent en retraite. L'invasion de Seattle, censée surprendre le monde par sa brutalité et son occupation, a effectivement choqué la planète, mais pas comme les agresseurs l'avaient imaginé. Au lieu de briser la volonté de l'Amérique, cela l'a ravivée. Au lieu de fracturer le système d'alliance, cela l'a unifié. La flotte ennemie a été anéantie, leurs forces d'élite ont été submergées. Leur tentative de tenir un territoire américain n'a duré que 6 jours, et elle s'est terminée avec des soldats menottés par des colliers de serrage sur la plage. Dans le jargon militaire, ce fut un échec stratégique décisif. Allez maintenant, regardez, États-Unis et OTAN contre Russie et Chine. Qui gagnerait ? Édition 2025. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.